Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison de Héros Anonymes. Chantal Doré avec vous, animée par une grande volonté de vous présenter à nouveau cette semaine des héros humanitaires. Cette émission débute à l'instant. Je vous remercie d'être à l'écoute, chers auditeurs, que vous nous écoutiez sur le câble, à CKVL, sur notre site Internet ou encore via l'une des nombreuses plateformes de balado-diffusion. Cette semaine, on vous présente des gens pour qui une autre personne a servi de bougie d'allumage dans leur envie de s'investir socialement. Ainsi, c'est un ami qui a suggéré à André Fauché d'aller donner un coup de main à des gens dans le besoin. Ça a été, de ses propres mots, le tremplin vers la création de Un cœur pour les autres, qui distribue des repas et diverses denrées, notamment au parc Émilie-Gamelin. C'est l'histoire d'un homme et de sa femme Linda et de nombreux bénévoles qui ont décidé de nourrir le ventre, mais aussi le cœur de ces personnes qui fréquentent, comme on le dit, le parc Émilie-Gamelin à Montréal, qui est tout près de nos studios de Canal M, qui est situé sur Sherbrooke-Est. Vous serez sans doute inspiré de voir comment André, qui évoluait dans le secteur de la construction, n'était pas nécessairement destiné au travail communautaire, d'autant que vous allez l'entendre, il était rempli de préjugés sur les personnes en situation d'itinérance et à force de les côtoyer, il a vraiment changé son chapeau de bord. En seconde partie, nous recevons Guillaume Vermette, qui, lui, a su à ses 17 ans qu'il voulait devenir un clown humanitaire, mais il ne savait pas qu'il y avait déjà un mentor qui existait. Et peut-être spontanément, chers auditeurs, vous pensez à Patch Adams, qui a inspiré le film avec Robin Williams dans le titre. Et Guillaume s'est dit, moi, je me promets de faire ça. Il s'est retrouvé avec le numéro de Patch Adam entre les mains. Il l'a appelé à essayer et ça a été le début d'une grande aventure. Guillaume a visité une 40aine de pays où sont installés des camps de réfugiés afin de faire sourire jeunes et moins jeunes. Il en a tiré un livre qui est très touchant, drôle. On rit parfois jaune d'entendre tous ces récits. C'est un livre d'une certaine manière collectif dont tous les profits vont pour les causes qu'il soutient. Il a aussi créé ici au Québec la caravane Philanthrope. Alors, ça s'appelle Un sourire à la fois par Guillaume Vermette. C'est publié aux éditions La Galère. Donc, une courte pause et on reçoit André Fauché de Un cœur pour les autres. Mon premier invité incarne ce qu'on pourrait dire avoir le cœur sur la main. Et d'ailleurs, il a choisi d'insérer le mot cœur dans le nom même de son organisme, Un cœur pour les autres. C'est avec plaisir que je reçois en studio le président fondateur d'un organisme qui, ma foi, est bien actif depuis 20 ans, Monsieur André Fauché. Bonjour André. Bonjour, ça va bien? Oui. Je me disais à quel point vous auriez pu passer complètement à côté de cette mission-là. Vous n'étiez pas nécessairement prédestiné à ce que vous faites depuis 20 ans. Non. Si on retourne en arrière, moi, j'étais contracteur. Oui. Ça a bien été pendant très longtemps. Puis après, à un moment donné, ça a mal été, mais ça a duré 1 an. Ça n'a pas été bien long. Mm. Puis là, je me suis mis en question. Oui. Puis, parce que normalement, on dit au bout de 5 ans, t'es pas mal solide. Au bout de 10 ans, t'es bien ancré. Puis après ça, tout va bien. Ouais. Mais moi, au bout de 20-25 années, c'est là que ça a commencé à mal aller. Oui. C'était autour de vous ou vous posiez des questions sur votre rôle dans la société, la vie, ce que vous vouliez faire? Moi, disons qu'en partant... j'ai une base chrétienne, en partant. Puis, avec les années passent, mais
on se demande un peu, comme beaucoup de monde, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, parce que le travail, c'est une chose, la maison, c'est une autre. Mais Dieu existe-t-il vraiment? C'est un petit peu la question que... Puis qu'est-ce que je suis venu faire ici? Exactement ça, parce que les gens vivent puis meurent. Tout le monde a le même cheminement. Tout le monde c'est certain d'une chose, on va mourir. Ouais. Puis à ce moment-là, ben, tu te poses des questions. Tu dis, c'est quoi je viens faire ici? C'était ma question pendant longtemps. Oui. Mais comme la compagnie roulait, vous aviez moins le temps peut-être de vous poser ces questions-là. Ça. Vous étiez bien occupé. Oui, très occupé. Puis en plus, ben, quand tu es le patron, un peu, les gens le pensent peut-être pas, mais c'est pas mal plus occupant que employé. Employé, tu as de telle heure à telle heure. Mais le patron ou ceux qui sont autour, ça commence, mais tu sais pas quand est-ce que c'est fini. C'est comme ça la vie. C'est les soucis aussi des gens qui travaillent avec vous, des clients, de s'assurer que vous mettez de quoi manger sur la table à chaque semaine. Oui. Avec les années, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on réalise qu'on a un impact un peu social. Toutes les personnes qui travaillent avec toi, autour de toi, ils dépendent un peu, indirectement, ils dépendent de nous un peu. Puis à ce moment-là, ben, on est porté plus à chercher des nouveaux clients, de nouvelles choses pour occuper tout le temps le personnel à l'année. Moi, j'étais dans le domaine de la construction. Ça veut dire que je cherchais tout le temps des nouvelles idées pour améliorer les conditions de travail. Les gars étaient super bien. Là. Je pense pas qu'il y avait des problèmes avec le personnel. Mais c'était pendant des années, c'était on pourrait dire tout roulait bien. Puis quand ça s'est mis à débarquer, ça n'a pas été long. C'est plus vite qu'on pense. Ah ben, on dit des fois que la nature a horreur du vide. Il s'est pointé un autre défi et vous étiez préoccupé à vous soucier de mettre quelque chose sur la table, mais vous saviez pas qu'un jour vous étiez pour cuisiner beaucoup plus que juste pour vous et votre femme, là. Oui. Ben, disons, moi, c'est ça, dans le domaine cuisinier, je connaissais rien. Ouais. Mais ma femme était une très bonne cuisinière. Linda? Oui, c'est ça. On la salue. Oui, je sais. Probablement qu'elle n'est pas loin, là. Puis, non, avec mon épouse, elle faisait un très bon travail. J'ai 3 filles. Puis les 3 filles s'en occupaient beaucoup parce que moi, étant patron, ben, tu travailles beaucoup, tu es moins souvent à la maison. Ouais. Ça veut dire que mes filles, ils me disent que je les ai pas manquées, qu'ils m'ont pas manqué. Ils ont trouvé que j'étais présent, mais moi, je voyais que je n'étais pas présent. Je suis content que mes filles ne le voient pas aujourd'hui, mais pour moi, c'était un manque, autant avec mes filles que mon épouse. Mais vous dites vos filles ne semblent pas exprimer que ça leur a manqué ou du moins qu'elles ont des difficultés reliées à ça. Oui, parce que moi, passer Noël ou passer des fêtes, moi, j'étais sur le téléphone. Ça veut dire que quand un client appelait, quand même on était rendu assez gros, le premier téléphone, c'était moi qui l'avait. Que ce soit monté à Bay James, que ce soit porté à la Sept-Îles, à Bécomo, à Toronto. J'étais toujours impliqué à l'intérieur de ça. Puis même dans le temps de Noël, dans le temps des fêtes, ça arrivait souvent que je devais partir. C'est-à-dire qu'il y a eu un manque de ma part, je pense. Oui. Mais je pense que vous êtes bien repris. Vos filles doivent être de ce que vous faites depuis 20 ans. J'espère que oui. Je sais que mes filles, au début, puis il y en a encore, qui étaient impliquées. Je me rappelle plusieurs fois, mais disons qu'une fois, entre autres, là, on s'en allait à Montréal pour aider les démunis. Puis quand on revenait, moi, j'avais un pick-up, un camion. C'était un 3 places, mais on était 4. Ça veut dire qu'il y avait toujours une personne qui était assise à terre, mais c'était pas moi, je conduisais. C'était une autre époque, ça. Hein? C'est ça, exactement ça. Ma femme était assise à terre, une de mes filles assise à terre. Puis là, il dégelait, parce que quand on arrivait à Montréal, c'était... Aujourd'hui, quand on me dit qu'il fait froid, ça dure 3-4 jours. Mais si on retourne... C'est pas si loin que ça en arrière. On tourne... Les moins 20, les moins 25, ça durait un mois, là. Ça veut dire, quand on embarquait dans le camion pour mes filles, ma femme, là, ils commençaient à dégeler. Ça veut dire que c'est assez difficile pour eux, là. Personne voulait s'asseoir à terre. Ben, aujourd'hui, on en rit. Mais ça a été un temps difficile
Pour toute la gang, là, tout le monde. Là, la température, surtout, c'était froid. Là, vous parlez de temps difficile, vous avez nommé démunis. Alors, on n'a pas encore eu l'occasion de présenter là, qu'est-ce qu'un cœur pour les autres. Je me mets à la place de nos auditeurs. Ils doivent se dire, mais que fait André Fauché, sa femme Linda et les bénévoles? Alors, qu'est-ce qu'un cœur pour les autres? Bon, un cœur pour les autres, c'est notre cœur à nous. C'est le cœur de plusieurs personnes à aider. Notre mission qu'on s'est donnée, c'est aider, puis aimer les gens. Ça veut dire qu'au début, si je le dis tout de suite, c'est pas compliqué, les démunis, les sans-abri, les personnes en difficulté, pour moi, étant entrepreneur, quand ça marche pas, je m'organisais tout seul. On se levait, on se trousse les manches, comme on dit, puis... Mais avec les années, j'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui a la facilité que j'avais de se lever. Puis, tranquillement... J'ai réalisé que les gens que entre guillemets, je détestais, j'aimais pas un sans-abri, j'aimais pas les bien-être sociaux, je me disais c'est des profiteurs. Ben oui, là vous dites des gros mots détestés, là. Je comprends que vous aviez des préjugés. C'était réellement, j'avais... Mais aujourd'hui, ça a tout changé. Ça a changé. Ça a changé quand on a débuté. Mais au fil des temps, ça a changé encore. Mais c'était difficile. Même pour moi, aller aider quelqu'un qui quête sur un coin de rue, là. Vous dites, en bon entrepreneur, vous vous disiez prends-toi en main, puis vous ne compreniez pas pourquoi. Non, je comprenais. Puis là, à force de les côtoyer, vous avez vu leur réalité, vous avez vu que vous aviez peut-être cette chance-là, vous, d'être animé d'une, en anglais, on dit une drive, là, mais. Une passion. Une passion, puis de la volonté pour changer les choses. C'est ça. Puis j'ai détesté. C'est une manière de parler. Mais aujourd'hui, je suis là avec eux autres, puis on se fait des câlins. C'est des affaires que j'avais de la misère, parce que moi, les câlins, on fait pas ça. Là. C'est pas dans... On peut-tu dire aussi, c'est une autre question d'époque, c'est toute une question d'époque. Ouais, les ça. Hommes, les câlins, on n'était pas ça. Puis même encore aujourd'hui, c'est pas facile. Je le fais. Puis dans le quartier où on est juste ici, on est à peut-être 10 minutes d'ici. Les autres, on travaille... On pourrait dire pratiquement 80% du temps, c'est au parc Émilie-Gamelin. Ouais. Ça veut dire que c'est le quartier, c'est le début du quartier gay. C'est un coin où que les policiers, il y en a beaucoup. Oui. C'est une affaire que pour moi, on connaissait pas ça. Parler avec quelqu'un, puis 5 minutes après, il est 2 minutes après lui, on n'est pas habitué à ça. Là. J'ai des gars avec des seringues dans les bras à moitié endormis, je suis pas habitué à ça. Je connais pas ça. J'ai jamais été dans la rue, je connais pas. C'est un domaine que, quand on est arrivé, moi, ma femme, avec mes enfants, personne ne connaissait rien. Mais qu'est-ce qui a été le déclencheur de tout ça? Je pense qu'il y a un ami là-dedans qui a eu un rôle... Qu'est-ce qui arrive? Ça a débuté simple. C'est un gars, un de mes amis, qui disait hey, on va aller dans la rue, on va aller aider les pauvres. Moi, je me disais, voyons donc, aller aider les pauvres. On ne peut pas les aider, il n'y a rien à faire. Ah, c'est parce que vous disiez c'était à eux de s'aider. Là. C'est ça, exactement. Il n'y avait rien à faire pour moi. On y était une fois, hein, on n'est jamais retourné après avec lui. Mais moi... Suite à ça, pas longtemps après, c'est que moi, comme j'ai dit, j'étais un chrétien. À l'église où j'allais, il y a eu un monsieur Tommy Barnett. Pour moi, c'était une influence un peu. C'était un Américain. Le gars, il est venu une fois, peut-être il est venu par après, là, mais c'est la première fois qu'il venait à l'église. Puis il est venu parler de son ministère en Californie. Il appelait ça un Dream Center, un centre de rêve. Puis il disait que suite à ça, lui, ça a changé sa vie. Lui était pasteur, mais qu'est-ce qui a changé sa vie? C'est d'aller aider vers les gens, d'aller les pauvres, les démunis. Puis quand il est venu, il avait déjà acheté une grosse bâtisse. Il avait acheté un hôpital. Quand même, hein? Oui, c'était une grosse place. Il y avait des budgets. Puis il est venu parler de ce qu'il faisait avec les sans-abri, les gens dans la rue qui allaient toutes les semaines donner même pas plus que toutes les semaines, absolument tous les jours donner à manger. Il y en a qui venaient à leurs locaux. C'était très gros. Puis quand il était là 3 jours. Au bout de 3 jours, il a dit une chose. Il dit, si j'ai changé la vie d'une personne ici, qu'une, et j'ai fait ma job. Mais là, il a changé la vôtre. Il a changé la mienne. Il a changé la mienne. Puis moi, puis à ce moment-là, moi et ma femme, on s'est pris à la main, puis on a dit,
je sais pas s'il y en a d'autres dans l'église, parce qu'on était une couple de mille, là. On s'est dit, en tout cas, nous autres, on va être là. Puis un mois après, on était au parc Émilie-Gamelin à Montréal. On était première place. Un petit peu avant, j'avais été voir s'il y avait les policiers, voir s'il y avait une objection qu'on s'installe à donner à manger. Mais bon, les gars m'ont dit, tant que tu ne déranges pas personne, ça ne dérange pas personne. André, on va faire une courte pause et on va plonger plus à fond dans ce que vous faites là, concrètement dans Un cœur pour les autres, là, parce que j'ai plein de statistiques. On dit, exemple, 1500 paires de bas, des 35 bénévoles. En tout cas, on a plein de chiffres, mais surtout... des élans du cœur à vous raconter. On vous revient dans quelques instants. Parfait. De retour en studio avec André Fauché, président fondateur de Un cœur pour les autres, dont la mission est de soulager la souffrance des personnes en difficulté qui vivent dans la rue par des gestes concrets. Oui. Et ça, c'est important. Là. J'ai parlé de paires de bas, de repas tout juste avant la pause. Parlez-nous là, concrètement comment vous aider. En partant, c'est que nous, on s'est donné une mission en partant, c'est de donner à manger. Oui. C'est un repas chaud. La base. Hein? La base, c'est un repas chaud. Mm-hmm. Puis, il s'est rajouté des choses avec le temps. Comme on parlait des bas, ça peut être des mitaines, ça peut être des gants, ça peut être des sleeping bags, des couvertures, ça peut être des toutes sortes n'importe quoi, du manger à chien, manger à chat. Oui, parce que c'est vrai, ils ont souvent des animaux. Ils ont des animaux, on a des tampons pour les femmes, on a un paquet de choses qui sont rajoutées. Mais originalement, c'était un repas. C'est que ça a commencé comme ça. Puis c'est vous, puis Linda, qui avez commencé à cuisiner. Oui, je me suis trouvé une passion. Oui, on a commencé à cuisiner, je me rappelle assez bien là, que quand je faisais la sauce puis les pâtes. Puis après ça, ça a été assez vite qu'on a eu quelqu'un qui fait des pâtes. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Mais on a eu d'autres personnes qui sont venues par après pour faire les pâtes. Maintenant, je ne fais plus les pâtes. Je fais que la gérer un peu. Vous gérez les pâtes. Bon. Quand je dis gérer, c'est pour être certain que la pâte, les sauces sont toujours à notre goût à nous. Ouais. Parce que les gens dans la rue sont des fines gueules pareilles. Là. Des fois, on dit, parce que les gens sont portés à donner du linge sale. Parce que nous, quand on reçoit du linge, on fait un tri. Ouais. C'est comme la même chose à la nourriture. On va être sûr que qu'est-ce qu'on donne, ça soit mangeable, ça soit bon. Puis qu'est-ce qu'eux mangent, on le mange. C'est pas quelque chose que c'est rien qu'un secret. C'est ça, c'est qu'il faut le dire. Là, vous êtes vraiment un organisme du cœur. Vous n'êtes pas un organisme gouvernemental. Donc, il n'y a pas la MAPAC qui vient vérifier la salubrité de ce que vous donnez. Oui, la MAPAC. Ah oui, OK. On est obligé de faire partie de la MAPAC. Okay. J'ai été suivre des cours à la MAPAC. C'est juste pas bien loin d'ici. Là. Mm-hmm. Puis ici, j'étais venu suivre des cours. Pour être incorporé, pour être enregistré. Puis il y a un inspecteur, une inspectrice surtout qui vient, on pourrait dire une fois par 2 ans à peu près, vérifier, voir notre installation, les températures de nourriture. Au début, ça a fait changer des choses parce qu'on ne savait pas quoi faire. Mais maintenant, on n'a plus, je ne pourrais pas dire une expertise, mais on sait pas mal où on s'en va. L'expérience, en tout cas. Exactement ça. Est-ce que vous êtes toujours là parce que là, je lisais ça dans le dossier, c'était au sous-sol de votre maison. Oui, mais ça a commencé. Ça a commencé dans le sous-sol de la maison. Toute la maison, tout le sous-sol était pris au complet. Notre cuisine était là, la préparation de nourriture. On avait une chambre qui était transformée en place de nourriture. On avait une autre chambre qui était pour le linge. On avait une autre place. Chaque chambre dans le sous-sol, parce que nos enfants étaient déjà partis, avait une vocation. Ça veut dire que notre maison, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand on faisait à manger aussi dans le sous-sol et dans la cuisine chez nous en haut. Puis là, ma femme aimait moins ça un peu. Je la comprends, moi aussi. Mais ça a permis qu'on a pu continuer. Puis maintenant, depuis 5 ans et demi, on a un local. On a acheté un local dans le Vieux-Longueuil. Maintenant, on a une belle bâtisse dans le Vieux-Longueuil. On l'a aménagé à cuisine avec tout ce qu'on a besoin, en stainless, des poêles au gaz. Avant, dans mon sous-sol, j'avais, je me rappelle bien, 16 congélateurs. Ah, quand même, là, c'est oui, j'en avais partout, tout le tour de la maison. À l'intérieur. Vous êtes allé chercher ça auprès des dons? La plupart, c'est des amis. Moi, je travaille plutôt avec des amis. Les compagnies, ils nous
font peut-être pas confiance, je sais pas. Puis, mais c'est tous des amis. C'est un congélateur, j'ai un congélateur de trop, je te le donne. Puis, à la fin du compte, on avait partout, toute la sous-sol était remplie de congélateurs. Je vois l'image, là. Ouais, ça coûtait cher d'électricité. Mais c'est comme ça qu'on a commencé. Maintenant, on a 2 walk-in, 2 congélateurs. Ils ont à peu près 8 par 8 pieds par 8 pieds. Des congélateurs quasiment industriels comme les restaurants. C'est comme des restaurants. Puis on a une cuisine pareille comme des restaurants pour les laver, les poêles au gaz. On est bien équipé. Je pense qu'on est bien équipé. Puis on a une petite salle aussi qu'on se sert pour travailler. Puis quand on l'utilise pas, on loue la salle pour allécher des revenus. Parce que les revenus, c'est notre... Bien là, parlons-en parce que c'est des équipements. Vous dites on a acheté un local, il y a la nourriture. Comment vous êtes financé? Bien, le financement, c'est la partie la plus difficile. Mais comme beaucoup d'organismes. Oui, puis mais il y a une chose, c'est la foi. Quand on avait une bâtisse, on l'avait payé 450 000 quand tu dis ta maison, elle ne vaut pas 450 000 tu achètes 450 000 ça veut dire quelque chose qui ne marche pas. On avait plus pour l'organisme. Mais surtout les premières années, on pourrait dire les 4 premières années de l'achat de la bâtisse, on a eu beaucoup de dons. Des amis. C'est tous des amis. Oubliez le gouvernement. Pour nous, le gouvernement n'existe pas. Là. Oui, il n'y a pas de financement. Non, il n'y a rien. On a essayé, on a envoyé des courriels, on a envoyé des lettres, des informations, on n'a jamais rien eu. C'est autour des rejets. C'est André et ses amis qui s'occupent de nourrir nos citoyens les plus démunis. Le gouvernement est... Non, dans notre cas, à nous. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas les autres, mais dans notre cas... votre contribution à vous. Votre contribution, même assez qu'il y a, pendant la COVID, la Ville de Montréal avec qui je fais affaire. Les autres m'ont appelé, ils ont dit André, comment ça va financièrement? J'ai dit, c'est comme d'avant. Il n'y a rien changé. On n'a pas plus d'argent qu'on avait avant. Mais on dit, tu as dit, des subventions, il en donne beaucoup, parce qu'il en parlait beaucoup dans ces années-là. Ça va pas si loin que ça. J'ai dit, oui, on a fait des demandes, mais on n'a rien eu. Mais on dit, voyons, ça se peut pas. Là, on va te donner nos contacts. Puis là, ils m'ont donné leurs contacts. J'ai refait une demande. Les demandes. J'ai été refusé encore. Puis là, j'ai rappelé la ville, puis je lui ai dit, nous autres, ici, dans le secteur ici, c'est Ville-Marie. J'ai rappelé les personnes qui étaient en charge à Ville-Marie, je leur ai dit, on n'a rien reçu, là, puis on a reçu un refus. Puis je leur ai envoyé un courriel confirmant que c'était un refus. Mais ils ont dit, ça n'a pas de bon sens. Ils ont dit, nous autres, on va t'aider. Ils m'ont envoyé 3 000 OK. Ça fait pas. Ça fait. Ben, j'étais content de ça. C'est mieux que rien, mais on fait pas longtemps là, pour faire du macaroni à viande avec ça. Non, puis vous savez tout ce qu'on donne, les camions, la bâtisse, l'électricité, tout. Mais pour moi, c'était beaucoup. Parce que quand tu n'as rien eu, d'un coup, il y a quelqu'un qui décide de donner 3 000 C'est arrivé une fois qu'on a eu 3 000 mais peut-être le timing était bon, mais ça partit vite. Mais tout ça pour dire que c'est la fidélité des gens autour. Puis ça en prend beaucoup. Vous êtes mis aussi à organiser des événements bénéfices? Au début, on a fait, mais c'était pas tellement payant. Tu sais, on fait des soupers, comme on entend parler des spaghettis, ça fait de même. Pour faire Vendre des pâtes pour pouvoir en donner. Oui, puis qu'est-ce qui arrive, c'est que faut que tu te l'organises, tu loues la salle. Il y a des coûts assez élevés que le travail, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. C'est plus payant envoyer des lettres et dire aux gens, on a besoin d'aide, que de faire un souper. Je dis pas que c'est mauvais. Mais il y a votre formule de lavotons, ça? On a fait des lavotons, puis en même temps, des lavotons, on a fait ça dans le Vieux-Longueuil. On a fait beaucoup de lavotons, puis aussi en même temps, on faisait des ventes de garage. Ça a été très bon. Mais parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu demandes une fois, c'est facile. 2 fois, c'est facile. 3 fois, c'est encore un petit peu plus difficile. Mais quand tu en demandes trop, c'est que tu as moins de bénévoles. Ça veut dire que même si la formule est bonne, les gens disent « Oups, là, telle date, je peux pas. Telle date, je peux pas. » À un moment donné, les lavotons, qui étaient super bons, c'était super bon, là,
ça a tombé un peu. On a arrêté ça. Parce que pas parce que c'est pas bon, c'est parce qu'on manquait de monde. Puis notre clientèle, nos bénévoles vieillissent aussi. Ouais. Ça veut dire que les gens disent moi aussi, je devrais la faire chez nous. Là. Est-ce qu'on fait un appel à de la relève en bénévolat pour vous aider? Ça, je suis très, très touché avec ça. Ah, d'accord. Très Racontez-nous. Oui, c'est parce que c'est pas n'importe qui que... on a beaucoup de bénévoles. Combien à peu près? Actuellement, au travail, on a 16-17 à nos locaux, puis un 16-17 dans la rue. C'est-à-dire, quand on vient ici, on vient 2 véhicules plus un automobile. C'est-à-dire qu'on est pas mal de... On est une bonne gang. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que l'ensemble, dans la rue, c'est plus jeune. Mais quand on arrive au local, parce que pourquoi c'est plus difficile au local, c'est parce que c'est dans la journée. Ça veut dire que le jour, les gens ils travaillent. Il y a plein de retraités là, qui... C'est ça. Mais les retraités sont... je suis malade pour ci, malade de ça, va voir le docteur. Ils ont d'autres activités. Puis aussi, sont disponibles, mais c'est pour ça qu'on dit retraités puis bénévoles. Bénévoles, ça veut dire quand ils sont disponibles. Mais nous, quand on dit c'est telle journée, telle heure, c'est pas le lendemain. Vous avez besoin de pouvoir compter sur les c'est des bénévoles. Ça nous prend des bons bénévoles. Des bénévoles fiables. Là, vous avez même fait l'acquisition d'une ambulance. Oui, ça, au début, ça, on l'a pu, l'ambulance. Okay. C'est un beau véhicule. On l'a acheté de l'Armée du Salut. L'Armée du Salut, on travaillait beaucoup avec l'Armée du Salut. Moi, en tant que contracteur, sans le savoir, à un moment donné, je suis arrivé, puis c'était l'Armée du Salut. On a fait des travaux, puis je me suis mis ami avec un des dirigeants, puis à un moment donné, il y avait une ambulance, qui est une belle ambulance, mais qui avait plus de besoin. Puis moi, je l'ai acheté pas cher, là. Je l'ai acheté. L'inconvénient de l'ambulance, c'est que on pense ambulance, on pense que c'est smooth, mais c'était pas si smooth que ça. Ça veut dire que quand on mettait de la sauce, il fallait la tenir comme il faut parce que il y avait de la sauce partout. André, si on veut en savoir plus là, sur Un cœur pour les autres, est-ce que vous avez un site Internet? Oui, on a un site Internet. C'était une des premières choses qu'on a faites, c'est un site Internet, mais encore là, malheureusement, on n'a pas de personnel. Ouais. Ça veut dire que quand on demande, André va te faire ça, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, André, on va te faire un site, tu vois. Là, quand ils commencent, c'est plus compliqué qu'ils pensent. Ouais. Ils n'ont pas le temps. Puis là, tes appels, tu dis quand est-ce, là? Oui, je commence, mais ils commencent jamais. Bon, ben, on va envoyer ça dans l'air, qu'il y ait quelqu'un qui veuille finir ça pour vous, puis que vous soyez encore plus présent, puis que les dons affluent. Merci beaucoup, André, d'avoir été avec nous. C'était André Fauché, président fondateur d'Un cœur pour les autres. Restez avec nous. Après la pause, on parle avec le clown humanitaire Guillaume Vermette. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Pour ce deuxième bloc des héros anonymes, nous avons une belle histoire touchante, drôle et c'est une histoire dans laquelle on rit, mais on rit jaune parfois. C'est le récit d'un clown humanitaire, Guillaume Vermette, qui est avec nous. Et si vous avez déjà vu le film Patch, Patch Adams, qui a été personnifié par Robin Williams, vous savez l'univers dans lequel nous allons plonger dans quelques instants. Bonjour Guillaume. Bonjour Chantal, merci de me recevoir sur votre émission. Guillaume alias, c'est Yahoo le clown? Oui, c'est un nom que j'ai utilisé souvent en clown à travers les années. Et là, je parlais de Patch Adams en partant. Oui. Vous rêviez de lui parler, puis c'est arrivé, puis là, vous êtes parti sur les routes avec lui. Oui, c'est un bon ami, c'est un collègue aujourd'hui. Mais là, ça fait 18 ans à peu près que je suis clown humanitaire. Puis c'était pas facile de commencer comme clown humanitaire. C'est un rêve que j'ai depuis l'âge de 18 ans. Et dès que j'ai eu ce rêve-là, je me suis lancé là-dedans. Ça fait 18 ans depuis l'âge de 18 ans. Oui, c'est ça que je pensais. Oui, c'est la moitié de ma vie. En fait, en plus, j'ai 36 ans, exactement la moitié. Puis au début, c'était difficile. J'ai commencé à être un clown professionnel, artiste de cirque, etc. Puis je cherchais des opportunités pour faire le côté plus humanitaire, thérapeutique, social.
J'appelais des CHSLD, des hôpitaux, puis tout le monde me revirait de bord. Personne ne comprend c'est quoi du clown humanitaire. Personne ne comprend c'est quoi du clown tout court. Encore moins du clown humanitaire. Il y a même des gens qui ont peur de vous, les clowns. Oui, il y a une mode là, de films d'horreur, mais en tout cas, tout le monde me retournait de bord, puis je savais plus quoi faire. Puis elle m'a emmené une amie avec qui je suis allé à l'école de clown, l'école de théâtre clownesque, qui m'a dit hey, appelle-lui. Puis elle m'a donné le numéro de téléphone de Patch Adams, le véritable Patch Adams. Puis moi, je comprenais rien. J'ai dit de quoi tu parles? Tu veux que j'appelle Robin Williams? Je savais pas qu'il existait pour vrai. Ah, vous saviez pas que c'était un récit biographique? Non, je sais plus à quel point j'en étais conscient, mais puis c'est important, je sais, parce que c'est en quelque sorte lui qui a inventé ça, le clown humanitaire ou le clown thérapeutique. Puis fait que j'avais le numéro de téléphone d'une célébrité, de la personne qui a inventé le métier que je rêvais de faire. Ouais. Je l'ai appelé, j'étais tout stressé là, de mes 18 ans, là, je parlais mal en anglais, puis il m'écoutait, il faisait Puis j'étais chanceux que je sois chez lui, il est toujours en voyage humanitaire, puis à la fin, il m'a tout simplement invité, il m'a dit hey, pourquoi tu viendrais pas en Russie avec moi? Why won't you come in Russia with me? Puis ça a été le début d'une relation avec plein d'étapes et on a fait je sais pas combien, quelques dizaines probablement de voyages ensemble dans toutes sortes de pays, d'orphelinats, de camps de réfugiés, etc. Et j'en suis là 18 ans plus tard et c'est toute ma vie, c'est ma vocation, c'est mon travail, c'est ma passion. Patch vous a fait tout un compliment. Il vous a donné un nom. Il a dit que vous étiez un Vibe Master. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est un Vibe Master? Je suis pas le seul à qui appelle un Vibe Master. C'est qu'à un moment donné, j'ai remarqué que Patch m'invitait beaucoup dans ses projets. Je me suis dit, pourquoi moi? Tu connais tellement de monde. C'était un célèbre clown qui connaît des centaines, des milliers de clowns sur la planète probablement. Comment? Il dit, moi, écoute, ma façon de gérer mes ressources humaines, ma façon de choisir mes équipes de travail. Quand il va en camp de réfugiés, souvent c'est 10, 20, 30, des fois jusqu'à 40 personnes à peu près qui des grosses équipes. Et je m'assure que tout le monde dans l'équipe soit un Vibe Master. Si tout le monde est un Vibe Master, ça garantit le succès de mon projet. Selon lui, c'est même ça fonctionne. Un Vibe Master, c'est un terme qu'il a inventé. Là. C'est un maître de l'ambiance. La traduction est littérale. Mais c'est-à-dire que pour lui, c'est quelqu'un, je vais essayer de me rappeler les mots exacts, qui est happy, funny, creative, thoughtful, caring. Ouais. Donc, quelqu'un qui est joyeux, drôle, réfléchi, bienveillant. Puis là, j'en oublie. Créatif, merci. Ouais. Donc, il m'attribue ces caractéristiques-là. J'avoue que je me vois quand même dans ces caractéristiques-là. Puis il dit que c'est pour être un clown humanitaire, faire une bonne équipe de clown humanitaire, c'est les qualités que ça prend selon lui. Et c'est difficile de le contredire parce que ça se passe toujours bien. Ouais. Les équipes, c'est vraiment le fun de travailler avec sa gang. Guillaume, amenez-nous sur le terrain. Là. Comment ça se passe là, quand toute cette armada de clowns arrive dans un camp de réfugiés? C'est excessivement varié et il n'y a pas une façon de faire. Parce que le mot humanitaire, clown humanitaire, ça veut pas dire grand-chose, le mot humanitaire. Ça veut juste dire que ça veut dire beaucoup, là, mais dans le sens qu'il n'y a pas une façon de faire du clown humanitaire. Tu réponds à un besoin fondamental, un droit fondamental humain, par exemple, des gens qui fuient la guerre, c'est une clown humanitaire, c'est un besoin humanitaire. Ensuite, il n'y a pas une école de clown humanitaire, il y a des écoles de clown, de type de théâtre. Donc, puis même là, ça peut varier, il y a plusieurs approches dans le milieu. Donc, n'importe quel métier peut être humanitaire, avocat humanitaire, comptable humanitaire, mais la façon de le faire varie énormément d'une personne à l'autre, pas toujours qu'il y a la même code d'éthique, qu'il y a la même façon, la même démarche. Puis moi, j'ai travaillé avec des dizaines d'organismes. Maintenant, j'ai mon propre organisme, ça s'appelle la Caravane Philanthrope, pendant 18 ans. Donc, les façons de faire sont très différentes. Donc, je vais me concentrer, je pense, de vous parler de notre organisme, nous, la Caravane Philanthrope, comment on fonctionne. Puis encore là, on a des projets humanitaires en international, mais on est aussi en itinérance, en CHSLD, les enfants vulnérables au Québec, etc. Puis chaque milieu où on va est une approche avec ses gens, unique avec ses enjeux et sa façon de faire. Mais en camp de réfugiés, généralement, notre façon de faire, on utilise une approche qui nous vient d'un organisme qui s'appelle les Flying Seagull Project, qui vient d'Angleterre, qui est, à notre avis, la Caravane Philanthrope, les meilleurs dans le domaine du clown humanitaire. Et on s'inspire de leur démarche qu'on a adaptée à notre façon, qui sont des jeux en cercle. Donc, on travaille avec des enfants en cercle. Les enfants, on a choisi, pour les enfants, ça pourrait être d'autres choses, les enfants qui ont connu la guerre, qui ont connu la violence, qui ont toutes sortes de traumatismes et d'émotions négatives accumulées avec les années, qui sont souvent même pas disposés
psychologiquement, cognitivement, pour juste être assis puis regarder un spectacle. Tellement traumatisation. Être entouré de violence, souvent, ils deviennent violents eux-mêmes. Ouais. L'agressivité qui sort, c'est explosif. Ils savent plus, même les adultes ne savent plus comment gérer. Souvent, dans cette situation-là, d'être un réfugié, ils sont dépassés par la vie. Mais là, eux, en plus, ils comprennent moins. C'est des enfants, ils ont des moins bons parents que d'habitude parce que leurs parents sont trop occupés à survivre. Ça, c'est quand leurs parents sont toujours là. C'est ça. C'est hyper compliqué. Fait qu'on va débarquer dans un camp de réfugiés et on va essayer de revenir autant que possible à chaque jour dans le même camp de réfugiés, aussi longtemps que possible. On est les plus structurés, l'humanitaire. Parce que l'enfance, c'est précieux, ça a besoin de structure. On fait les mêmes rituels à chaque jour. À la même heure, on commence les mêmes jeux avec cette démarche-là où on n'a pas besoin de mots. Dans un camp de réfugiés, il peut y en avoir qui parlent arabe, il peut y en avoir qui parlent perse, qui parlent français, qui parlent un dialecte africain, par exemple. Donc, il faut pouvoir expliquer les jeux simplement par les émotions, par des sons, par des mouvements. Et le clown est un outil extraordinaire pour communiquer sans parole. Et ces jeux-là sont réfléchis, ils peuvent avoir l'air bien anodins vu de l'extérieur ou enfantins, mais ils sont enfantins parce que les enfants jouent, les adultes aussi vont avoir du plaisir, mais ils sont réfléchis pour que tout le monde puisse participer, peu importe tes capacités physiques, cognitives, etc. Et tout le monde, à un moment ou à un autre, en respectant son rythme, lorsqu'il est prêt, aura l'occasion de s'exprimer un moment dans le jeu, d'exprimer ses émotions, d'exprimer sa créativité, d'offrir des espèces d'un moment d'enfance normal à travers une enfance qui a été bouleversée pas mal. Et aussi, tout le monde va vivre un succès. Et tout le monde va se faire applaudir, valider, féliciter par les gens dans le cercle. Donc, tout ça, c'est réfléchi en gros pour être thérapeutique, pour contribuer à leur estime de soi, à leur confiance en soi, mais surtout à la guérison de leur traumatisme. Puis c'est à force de répétition, de revenir à chaque jour dans les mêmes camps, faire ces mêmes jeux-là, qu'on voit des changements souvent qui sont énormes dans le comportement puis le bien-être des jeunes. Qu'est-ce que vous observez comme changement dans le comportement? C'est des enfants qu'on dirait qu'ils avaient oublié comment être des enfants, souvent, qui ont même parfois oublié comment rire, comment sourire, comment jouer, puis qui, petit à petit, ils retrouvent ça. Mais tu sais, pour donner des exemples plus précis, je me rappelle, par exemple, d'un jeune dans un camp de réfugiés en Grèce, à Samos, qui je pense s'appelait, si je me rappelle bien, Mohamed, il était tout petit en plus, il avait peut-être 3 ans, hyper violent à cause de tout ce qu'il vivait. Son père était décédé, il vient de faire la guerre, etc. Il faisait des crises gigantesques. Il dormait pas de la nuit, il frappait sa mère était dépassée, elle savait plus quoi faire. Puis après quelque chose comme 5 jours qu'on était présents avec nos jeux dans le camp de réfugiés, il frappait plus sa mère. Il allait se coucher de son plein gré, même avant que sa mère... On a de la difficulté à coucher nos enfants au Québec. Il allait faire son lit, puis tout, puis il disait, préparer pour aller dormir, puis il disait, maman, il faut que je me couche, il faut que je sois en forme pour l'activité avec les clowns. Ah ouais, hein. Mais là, c'est qu'ils vous espéraient, ils avaient quelque chose à attendre, quelque chose à espérer. Oui, mais il y avait enfin une place où il se sentait vu, où il se sentait qu'il avait le droit de s'amuser, où il se sentait en sécurité aussi. Puis en sécurité, oui, physique, mais émotionnelle aussi. Donc, je pense que c'est très précieux, ces moments-là, ces espaces-là qu'on offre en camp de réfugiés. Puis parfois, ça change des vies. Puis Guillaume, il arrive quoi quand vous partez? Comment ils vivent ça, ces enfants-là? Ah, ça, c'est la fameuse question déchirante qu'on vit, nous autres aussi. Mais faut pas que ça nous empêche d'y aller, parce que ça reste positif, ce qu'on amène comme contribution. C'est sûr que des fois, on aimerait ça rester plus longtemps, on aimerait ça être là à l'année, mais il y a plein de raisons logistiques, financières qui nous empêchent ça. Fait que ce qu'on essaye autant que possible, c'est de collaborer avec d'autres organismes, soit d'autres organismes comme nous, comme par exemple, je nommais les Flying Seagulls tout à l'heure, qui est un organisme d'Angleterre. On va collaborer avec eux notamment, ou encore des clowns qui sont du pays où on va, des clowns locaux. Comme on vit ça au Mexique, on va à chaque année au Mexique dans les camps de réfugiés à Tijuana, au nord du Mexique, à la frontière des États-Unis. Mais on collabore avec des artistes locaux pour qu'une fois qu'on part, eux puissent retourner dans les camps et continuer ce qu'on fait. Et on partage avec eux nos connaissances, notre démarche, notre expertise. C'est bien. Est-ce qu'ils vous donnent des nouvelles des enfants?
Oui, Ouais. on s'est au courant en communication constante. Oui. Guillaume, vous avez décidé d'en faire un récit, un livre. Ça s'appelle Un sourire à la fois. On vous voit sur la photo avec un enfant. D'ailleurs, là, un enfant qui a une moustache. Et là, vous dites qu'il y a quelque chose de mystérieux dans les camps de réfugiés. On voit souvent des moustaches chez les enfants. Est-ce que c'est parce justement ils sont rendus des adultes? Non, ça fait la photo que tu parles en ce moment. C'est une petite fille c'est drôle parce que c'est aussi le premier camp de réfugiés où je suis allé de ma vie, le premier enfant que j'ai vu dans un camp de réfugiés toute ma vie, donc c'est vraiment significatif pour moi. Mais cette petite fille-là, elle a comme une fausse moustache au crayon feutre, là, de se fait dans le visage, puis ça a été long en lisant mon livre, j'en parle à un moment donné, mais vous allez découvrir si vous lisez mon livre, mais je me demandais pourquoi il y a toujours Oui, c'est ça. un enfant, je tourne un coin, là, à couper une tente, quand j'ai un autre enfant qui a une fausse moustache. C'est quoi ce mode-là? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y avait dans notre équipe, à ce moment-là, c'était l'équipe de Patch Adam, un monsieur qui s'appelle Carl Hammerschlag, qui est un psychiatre des États-Unis, un bon ami à moi, qui est malheureusement décédé il y a 2 ans, je crois, qui, lui, offre des services de thérapie gratuitement dans les camps de réfugiés. Donc, il joint à notre équipe pour venir s'asseoir, puis n'importe qui vient faire la file, des adultes qui font la file, puis viennent lui parler avec un traducteur, demander son aide psychologique. Mais souvent, il y a des enfants qui se promènent alentour puis qui ne comprennent pas tout à fait, qui peuvent pas venir en plein milieu de la thérapie. Fait que sa manière de faire, c'était juste pour donner quelque chose à l'enfant qui soit satisfait puis qui reparte, c'est qu'il y avait une feuille avec plein de modèles de moustaches. Un crayon feuille, c'est un stencil, je pense. Puis il faisait une moustache, l'enfant est content, il s'en va, puis là, il avait la paix pour continuer sa thérapie. Fait que c'est juste ça. Tu as créé un petit lien avec lui, donc déjà un geste de partage, un geste de lien. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? J'ai eu l'idée de l'écrire en mai 2016, je crois. Je sais. Alors que je partais d'un endroit qui s'appelle Idomeni, qui est en Grèce, au nord de la Grèce, à la frontière de la Macédoine. J'étais fâché. J'étais en réaction face à ce que je venais de vivre. Une des expériences les plus marquantes, fâchantes, troublantes, pleines d'injustices. D'une situation pleine d'injustices dont j'ai été témoin, qui était la réalité des réfugiés à ce moment-là, à cet endroit-là. C'était une violence, à mon avis, systémique, politique, économique sur ces réfugiés-là. Et je ne pouvais pas garder ça pour moi. Il fallait que j'en parle. Donc, au début, c'était vraiment... Ma démarche d'écriture de là était vraiment avec cette impression-là de « il faut que j'en parle ». J'avais l'impression que j'avais un devoir, une responsabilité, parce que j'ai vu il faut que les gens sachent que je le fais pour les autres. Mais plus je me suis mis à écrire, plus je me suis rendu compte que non, c'est pas vrai. Je peux me faire croire ce que je voulais, mais je l'écrivais pour moi. C'était thérapeutique d'une certaine manière de se raconter comme ça? Je n'avais tellement besoin, puis j'en étais pas conscient. J'avais besoin de m'arrêter, de faire un step back, un pas de recul pour analyser, revenir sur toutes ces expériences-là que j'avais vécues, parce qu'à cette époque-là, je voyageais à temps plein, bénévolement à temps plein comme clown humanitaire. C'est beaucoup d'événements, des fois des événements traumatisants, c'est beaucoup d'émotions que je n'ai pas vraiment pris le temps de m'arrêter pour digérer. Et je pense que ce livre-là a servi à ça, de prendre un pas de recul, puis de tourner la page. C'est un livre, là, mais littéralement aussi. On tourne littéralement des pages, mais c'était aussi moi, émotionnellement, tourner la page, passer à une autre étape, puis une nouvelle pratique du clown humanitaire qui est peut-être plus équilibrée et saine pour moi, parce que c'était trop à ce moment-là. Ben justement, on va prendre un petit pas de recul, Guillaume. On prend une courte pause et on poursuit notre entretien qui, ma foi, est vraiment passionnant au Héros Anonyme. Merci beaucoup.
De retour pour ce deuxième bloc des Héros anonymes. Nous sommes en fait le deuxième bloc de notre entretien avec le clown humanitaire Guillaume Vermette qui a couché sur papier toutes sortes d'émotions et un récit de son pèlerinage comme clown humanitaire dans divers pays. Ça s'appelle Un sourire à la fois. C'est publié aux éditions La Galère et ça m'a beaucoup touchée. Guillaume, tu racontes aussi des rencontres spéciales avec certains clowns humanitaires qui t'ont marqué à différents endroits. J'imagine que c'était toutes des vibe masters. Oui, peut-être, pas nécessairement, mais c'est toutes des belles personnes en tout cas. Oui. Je collectionne des humains en fait, puis c'est pas juste des clowns, puis ils sont pas dans mon sous-sol. Merci de la précision. ils sont tous consentants, mais j'ai une collection d'humains extraordinaires, d'humains ordinaires extraordinaires, comme j'aime les appeler. Puis j'étais même pas dans l'intention d'écrire quoi que ce soit, un livre au départ, ça s'est fait naturellement parce que j'aime les gens, j'aime les histoires inspirantes de gens qui font des belles choses pour changer le monde à leur façon quotidienne dans l'ombre. Guillaume, c'est pour ça qu'on fait cette émission-là, on partage la même passion. On se comprend. Oui. Puis, quand j'en rencontrais comme ça dans mes voyages un peu partout sur la planète, je suis allé dans plus d'une quarantaine de pays faire des films. Ah oui, mais c'est tellement passionné, je suis je peux-tu te poser des questions, je peux-tu prendre des notes, ça m'intéresse. Mm-hmm. J'ai accumulé plus d'une centaine de portraits d'humains qui me font beaucoup de bien, qui me motivent, qui m'inspirent à continuer de faire ce que je fais, essayer de changer le monde à ma façon, un sourire à la fois. Puis ça a donné que beaucoup étaient des clowns, mais pas nécessairement. Puis quand j'ai écrit mon livre Un sourire à la fois, récit d'un clown humanitaire, on dirait que ça allait de soi. C'était pas mon livre, c'est notre livre. Oui, ces gens-là avec qui j'ai collaboré pour faire des projets de clown humanitaire. Fait que j'en ai mis une vingtaine. J'avais pas de la place pour en mettre plus, mais fait que les récits de voyage que j'ai dans mon livre sont intercoupés par moments de portraits avec une illustration de la personne, puis un portrait d'à peu près 1 ou 2 pages qui résume ses accomplissements puis son implication généralement dans l'ombre, mais il y en a que c'est pas tout à fait dans l'ombre. Il y a quand même Patch Adam là-dedans qui est loin d'être dans l'ombre. Et on disait avant la pause, il y avait eu un besoin de tourner un peu la page sur une façon de vivre le métier de clown humanitaire. Ouais. Ça a été quoi ce pas de recul? Ça conduit à quoi? À ce moment-là, il faut savoir que j'étais bénévole à temps plein. Je voyageais à peu près 10 mois par année comme clown humanitaire. Puis là, c'est sûr que les auditeurs se demandent, on fait ça comment financièrement? C'est compliqué. C'est compliqué. D'une part, pour rendre ça possible ou aider à rendre ça possible, j'avais pas d'appartement, pas de maison. J'avais non plus pas de voiture, pas de véhicule. C'était une démarche qui était un peu trop intense, avec la distance qui était très rigoureuse de tout ce que je possédais d'entrer dans mon sac à dos. Si tu me donnais un cadeau, si c'était pas utile, je disais non merci. Parce que ça va mettre du poids sur mon sac à dos. Puis j'ai un poids limité, je peux mettre là. Donc c'était vraiment rigoureux là-dessus, puis c'était trop. C'était trop. Puis tu me demandais aussi comment je faisais. Ça c'est d'une part, mais financièrement, ça reste que il fallait que je paye des billets d'avion. Oui, les organismes, des fois, me payaient de l'hébergement ou des gens m'accueillaient, des locaux, ou encore j'avais des repas payés par les organismes des fois, mais la plupart du temps, les billets d'avion n'étaient pas payés. Puis c'est grâce à ces histoires-là d'humains ordinaires extraordinaires que je me suis mis à publier sur les réseaux sociaux, sur Facebook, puis d'autres rencontres inspirantes ou moments inspirants qui m'arrivaient au quotidien, que mon Facebook s'est mis à grossir, les réseaux sociaux, puis les gens se sont mis à me donner des dons. Puis je faisais entre 6 000 et 16 000 $ de dons par année, ce qui n'est pas beaucoup, mais qui était suffisant pour combler l'argent qui me manquait pour les dépenses qui n'étaient pas couvertes par les organismes humanitaires. C'est comme si j'étais temps plein, j'avais le travail bénévole de clown humanitaire, mais un autre temps plein en parallèle de financement par des réseaux sociaux principalement. Oui, mais c'était trop, c'était prenant, c'était beaucoup de travail, c'était sans arrêt, c'était beaucoup d'émotions, c'était peu équilibré, peu enraciné aussi, à force de changer de pays toujours, de dire adieu aux gens tout le temps, de changer de maison puis de famille en quelque sorte tout le temps. J'avais la fatigue, la compassion, je me sentais seul, même accompagné. J'ai eu un besoin de déposer mon sac à dos, ça s'est passé en 2019 pour essayer d'avoir une vie plus enracinée puis équilibrée. Puis maintenant, je voyage à peu près 3 mois
par année, peut-être qu'en voyage humanitaire, le reste du temps, je fais un travail semblable, mais au Québec, à travers notre organisme, la Caravane Philanthrope. Comme ce matin, par exemple, j'étais avec des personnes en situation d'itinérance. Oui. C'est drôle, hein? Vous l'étiez en situation d'itinérance d'une certaine manière. Non, parce que je l'ai choisi. C'est pas... C'est plus être nomade, on va dire. C'est un privilège immense et gigantesque de pouvoir faire le choix « Hey, je vais être bénévole à temps plein ». Dans la majorité des humains de la planète, dans la majorité des pays du monde, ce serait même pas envisageable. Ça paraît complètement absurde. Ben, surtout pas à l'âge, à ce jeune âge tendre. Là. Souvent, on va voir des retraités qui ont ce projet-là, mais pas à moins de 36 ans. Non, j'étais dans la vingtaine, effectivement. Il y avait quand même une part de risque et d'audace là-dedans. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Des fois, c'est mieux de pas le savoir, hein, sinon ça nous empêche de le faire. Mais je suis vraiment content de l'avoir fait. Je suis vraiment content. Ça m'a beaucoup appris. Ça m'a fait mettre beaucoup de choses en perspective. Puis le côté ne posséder presque rien me fait réaliser quelque chose que ça peut avoir l'air simpliste, là, c'est un dicton, mais je l'aime beaucoup, j'ai envie de le partager, qu'on passe beaucoup trop de temps à aimer des objets puis à utiliser des humains, puis pas assez de temps à aimer les humains puis utiliser les objets. Puis ça m'a vraiment changé ma relation avec la consommation, avec les autres et les objets. Et puis je me rends compte aussi que cette démarche-là hyper rigoureuse que j'avais d'être bénévole à temps plein, ben ça venait du fait que j'étais fâché. J'étais fâché. Je suis fâché, je suis encore aujourd'hui, mais je gère mieux. Je suis fâché contre notre société. Je la trouve immensément violente, de plein de façons envers plein d'individus puis de groupes d'individus. Oui, il y a les guerres, oui, il y a le racisme systémique, les discriminations de tous les genres dans la société, mais même aussi la violence entre nous, notre façon de se communiquer. Sur les réseaux sociaux, c'est terrible. Oui, il y a un appauvrissement, quelque chose de vraiment malheureux qui se passe en ce moment. Mais je me sens même depuis avant que les réseaux sociaux existent. Okay. Depuis que je suis un enfant, c'est quelque chose qui... c'est clair qu'il y a une hypersensibilité. On le sent en se parlant. Dans le livre, il y a une hypersensibilité qui est là et qui était là tout petit. J'ai cette colère-là, depuis toujours. Et puis, j'ai cette envie de faire quelque chose face à ça. Puis quand je réfléchissais à qu'est-ce qui cause la violence dans la société, puis j'essaie de l'analyser de tous les bords, d'aller au fond de la question. Puis de manière simpliste, on dirait que ma conclusion arrive toujours à peu près à la même chose. Ben, c'est parce qu'on est dans une société capitaliste. Moi, c'est mon opinion personnelle. C'est à cause de ça. Individualiste, hein? Oui, mais l'individualisme est, à mon avis, la conséquence du capitalisme. Fait que, bref, je suis devenu très réactif et fâché face au capitalisme et donc face à l'argent. Et j'ai eu besoin de me prouver, j'ai pas besoin d'argent pour être heureux. Pas besoin de prouver à moi-même puis aux autres. C'est trop intense. C'était pas viable et durable à long terme. Mais comme je disais plus tôt, je suis content de l'avoir fait. Ça m'a appris beaucoup. Mais j'ai pas le choix. Je fais partie d'une société capitaliste. Qu'est-ce que tu veux? Je vais conjuguer avec. Mais j'ai évidemment pas voyagé autant, mais je suis allée en Haïti et je me rappelle du choc culturel en revenant de cette perte de contact-là individuel entre les gens, puis en même temps la résilience de ce peuple-là. Est-ce qu'il y a eu des chocs culturels, justement, au retour? Ah, il y en a eu tellement, tu sais. Puis même pas juste au retour, mais pendant, parce que souvent les projets humanitaires sont financés par, oui, chez nous, c'est des subventions, là, mais à l'international, c'est plutôt par les riches puis les ultra-riches, parce que les subventions n'existent pas souvent dans un pays. Donc, je peux être j'ai un véritable exemple, là, anecdote, si je me rappelle avoir été dans la même journée avec des réfugiés qui étaient tellement dans la misère qu'ils essayaient de me vendre leurs organes pour survivre. Puis le soir, je suis dans un manoir avec des diplomates, des millionnaires qui boivent du champagne avec un valet aux gants blancs qui me donne des petits bouchées parce qu'on n'a pas le choix comme de convaincre ces gens-là de donner de l'argent au projet si on veut que ça continue. C'est des chocs et puis des incohérences constamment. Mais tu me parles d'Haïti, puis c'est mon pays préféré. Haïti, c'est mon pays préféré. Je pense que si on avait la résilience, l'attitude des Haïtiens, on réglerait tous les plus grands problèmes de la planète. Je pense que la solution pour sauver le monde, peu importe ce que ça veut dire sauver le monde, c'est d'être plus haïtien. Les Haïtiens là, sont
d'une solidarité, d'un courage, d'une résilience exceptionnelle. Et là, je pourrais me prendre bien plus que 15 minutes pour parler de ça, mais plusieurs heures, à quel point j'ai une admiration pour Haïti et les Haïtiens. Fait que moi, je reviens surtout, oui, il y a des chocs culturels, mais avec des inspirations et des motivations qui viennent de différents individus, de différentes cultures, notamment à Haïti. Ça fait du bien de regarder ailleurs que son propre nombril, que sa propre culture, son propre pays. Parfois, j'ai l'impression que ça m'apporte énormément. Tellement. Quelle richesse de se parler. Puis, je vais passer le message ici à la programmation parce que on a des émissions, entre autres, Afrique-Caraïbes, où il y aurait sûrement, ça pourrait sûrement de pouvoir explorer ce volet-là. Ça pourrait sûrement être intéressant. Guillaume, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je répète le titre « Un sourire à la fois » aux éditions La Galère et ça s'appelle La Caravane philanthropique qui est présent dans les réseaux sociaux, c'est Internet. Philanthrope. Caravane philanthrope. Oui. J'ai envie de rajouter, si je peux me permettre, que le livre Un sourire à la fois, récit d'un clown humanitaire, 100% des profits vont à nos projets humanitaires. Il n'y a pas une scène qui me revient à moi ou à la maison d'édition. Que d'inspiration. Vous voyez, chers auditeurs, c'est pour ça qu'on fait les héros anonymes. C'est pour recevoir des Guillaume Vermette. Et si vous en connaissez, contactez Catherine Bourderon, notre recherchiste, qu'on remercie. On remercie également Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Il fait beau ces temps-ci au Québec. Alors, je vous invite à réécouter nos épisodes des héros anonymes sur canalem.vuesetvoix.com et également sur les différentes plateformes de balado-diffusion. On aime présenter des gens aussi inspirants que Guillaume Vermette. Merci d'avoir été là. Bye bye.